Je vais vous parler de la symbiose. Il y a, selon moi, une symbiose qui a été établie il y a des millénaires entre différentes humanités. Et le résultat de cette symbiose, au premier degré, au premier chef, c'est qu'au moment de la naissance, on ne sait pas qui est qui. Puisque par le biais de l'utérus de la femme, peuvent naître des êtres extrêmement différents, et qui ont donc la même origine, si on peut dire, c'est-à-dire qui sortent du même ventre, des mêmes entrailles. La femme est porteuse d'une diversité d'humanités. Alors, évidemment, à la naissance, on voit déjà le sexe de l'enfant. C'est déjà un premier critère majeur, qui a joué d'ailleurs des rôles très importants dans différentes civilisations. Parfois, d'ailleurs, on éliminait les femmes, les enfants de sexe féminin, etc. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Car il faut distinguer aussi, il va falloir distinguer, parmi tous ceux qui sont nés du ventre d'une femme, ceux qui sont voués à occuper une place supérieure et ceux qui sont voués à occuper une place inférieure. Comment les distinguer? Comment les détecter? Comment les séparer? Puisque je viens de le dire, ils naissent ensemble, ils naissent dans le même contexte, les causes sont peut-être différentes, mais le résultat est le même. Donc ça peut créer une confusion, en tout cas une interrogation. C'est pour ça d'ailleurs que dans la Tétrabible de Ptolémée, le grand traité d'astrologie, le livre 3 est consacré à la conception. Le thème de conception, parce que le thème de conception permet de savoir à quoi ressemblera la naissance. Et une des raisons du thème natal, c'est de savoir qui est qui, justement. Savoir à quelle catégorie appartient la personne qui naît. C'est ça le véritable enjeu du thème natal, en fait. Alors, vous connaissez certains livres de science-fiction où l'on cherche à distinguer les androïdes des humains, pour en parler. Tant que les androïdes ne fassent pas partie de l'humanité, ils en font partie quelque part, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Et le rôle de l'école, le rôle des premières années, va consister notamment à faire le tri, faire la sélection. Notre humanité est obligée de procéder à des sélections parce que justement, du fait de cette symbiose, qui a un côté ergonomique appréciable, effectivement, parce que ça crée une simplicité du processus, mais en même temps, il faut, après, il va falloir quand même faire un travail de tri. Alors je pense qu'un des critères majeurs pour faire la différence entre l'élite, les élus et le peuple, qui ne sont que des appelés qui ne sont pas élus, justement, mais qui au départ sont là, c'est qui c'est. Le critère, ce sont les automatismes. Plus une personne, dans son comportement, dans ses réactions, sera marquée par des automatismes, on va y revenir, et plus elle s'apparente à la machine, à l'animal, et donc plus elle semble être partie d'un ensemble
qui est l'ensemble inférieur. En revanche, plus la personne refuse les automatismes, s'en passe, les dépasse, et plus il y a des chances qu'elle appartienne à la caste supérieure, si on peut dire. Cette question du stimulus-réponse est tout à fait significative. On appelle ce que les médecins appellent des réflexes. Quand ils appuient quand même sur un truc et puis ils voient si le genou réagit, etc. Avec un petit maillet, souvent. Enfin, ça se faisait comme ça il y a quelque temps. Je ne me souviens plus très bien comment ça se passe aujourd'hui. Et la réactivité, la rapidité de réactivité, tout comme d'ailleurs la réactivité du débit, c'est un autre problème encore, est un signe intéressant, est un symptôme intéressant. Je me suis particulièrement intéressé à la question des automatismes de langage, qui me paraît un élément crucial de ce genre de test, de tri. Le mot tri, d'ailleurs, en anglais, trial, qui vient du mot tri, veut dire le jugement. Le jugement, c'est aussi savoir séparer les choses, comme le jugement de Salomon. Faire preuve de jugement, c'est faire preuve de discernement. Le discernement, ça veut dire comme dit, ça veut dire justement savoir distinguer. Et vous connaissez ces gens qui, quand on dit un mot, ils disent, vous avez dit ce mot-là, et immédiatement réagissent par rapport à ce mot-là. Ils ne réagissent pas par rapport à l'ensemble de votre discours, mais par rapport à un mot que vous avez employé. Je ne supporte pas ce mot-là. Vous pouvez parler pendant 10 heures sans qu'ils réagissent, mais si jamais vous employez tel et tel mot, ils réagissent. Donc, ça, c'est toujours très, très inquiétant. On peut dire que ça relève d'un processus d'automatisation, et chez l'homme, tout processus d'automatisation le ramène vers le bas, par définition. Et d'ailleurs, tout ce qui est en bas dans notre corps est automatisé. Et ce qui est en haut, il est moins, est censé l'être moins. Chez certaines personnes, leur mode de fonctionnement mental est aussi automatisé que leur mode de fonctionnement digestif. C'est un problème. Quand il y a une unité de l'automatisation de haut en bas, il y a un problème. Enfin, il n'y a pas un problème. C'est pas un problème, c'est comme ça. Ça veut dire que la personne fait partie de la classe subalterne, la classe des serviteurs, la classe des esclaves, la classe des machines, la classe des animaux domestiques, et etc. Les androïdes aussi. Alors, on apprend, on nous enseigne dans les universités, et même dans les terminales probablement, à nous dégager de ces automatismes. La fameuse classe de philosophie dont la France est si fière, et qui fait partie des classes du programme des terminales, jusqu'à présent, est une classe qui a pour objectif principal de nous dégager des automatismes. Nous dire que tel mot est polysémique, que tel mot doit être recyclé, que le mot lui-même ne parle pas, que c'est la construction de la phrase, c'est le contexte, c'est l'ensemble qui fait sens. Et on voit tout de suite les gens qui n'ont pas fait d'études supérieures et qui en sont toujours à des réactivités extrêmement primitives aux mots, au langage. Et on ne peut pas les détourner ça. Si tel mot, on emploie tel mot, il veut dire forcément ceci, et il ne peut pas pour changer sa définition. Sa définition, elle est comme elle l'est. Même dans les cafés philo, on en voit des gens comme ça qui ont un rapport extrêmement affectif, extrêmement comment dit-on, rigide au langage. On n'a qu'à dire, regardez dans le dictionnaire, et même dans le dictionnaire, on nous montre souvent qu'il y a de la diversité de signification et d'acception. Tout ce qui rappelle chez l'individu, notamment dans son comportement mental, un processus de mécanique, le condamne, quelque part, si on peut dire,
à faire partie de la classe d'en bas. Tout ce qui, en revanche, révèle chez la personne une capacité de repenser les choses, de les reformuler, la destine à faire partie de la classe d'en haut. Vous voyez, donc finalement, ce n'est pas dit assez souvent, cette symbiose qui fait que enfants, garçons et filles naissons par le même canal, si on peut dire, nous oblige à un processus éducatif, mais qui n'est pas là pour nous formater, mais qui est là pour nous révéler ce que nous sommes. C'est pas du tout la même chose.